Alors, bonjour, nous continuons cette séance avec notre séminaire. Et pour cette première séance de séminaire, finalement, je suis vraiment extrêmement heureux et c'est vraiment très sincère parce que ça fait longtemps que je voulais accueillir Anne-Marie Thiès et la rencontrer en quelque sorte. Nous avons travaillé ensemble mais sans nous voir. Et je suis très heureux donc d'accueillir ici pour ce séminaire Anne-Marie Thiès. Anne-Marie Thiès, qui est une historienne fort connue, fort célèbre, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire culturelle de l'Europe moderne et contemporaine, et en particulier des rapports entre littérature et politique, entre le XVIIIe et le XXe siècle. Elle a écrit de très nombreux livres, j'en cite les principaux, hein, depuis les plus anciens. Mais ce sont des titres qui vont sans doute éveiller des souvenirs à bien d'entre vous. Le roman du quotidien, lecteurs et lectures populaires à la Belle Époque, hein, paru au Seuil. Écrire la France, le mouvement littéraire régionaliste de la Belle Époque à la Libération, aux presses universitaires de France. La création des identités nationales en Europe, entre le XVIIIe et le XXe siècle, paru au Seuil, dans l'univers historique. Faire les Français, quelle identité nationale, chez Stock, en 2010. Et puis, le dernier livre qui a été l'occasion de cette invitation, c'est La fabrique de l'écrivain national. La fabrique de l'écrivain national entre littérature et politique, paru chez Gallimard dans la Bibliothèque des Histoires en 2019. Un livre très récent, et je voulais inviter Anne-Marie Thiès l'an dernier pour parler juste après la sortie du livre, pour parler entre nous de ce livre, mais finalement le confinement l'a empêché, donc c'est reporté à aujourd'hui. Je réjouis que cette occasion de discussion ait lieu. Moi, ce que je trouve formidable dans cette fabrique de l'écrivain national, c'est que il y a vraiment ici une réflexion très très forte qui permet de mettre en lumière les usages politiques de la littérature à l'époque moderne. En particulier en France. Mais sans jamais, et c'est ça qui est par intéressant dans le travail d'Anne-Marie Thiès, qui est une littéraire à l'origine, agrégée de lettres modernes, je crois, sans jamais pratiquer un quelconque réductionnisme. C'est-à-dire que la littérature, dans toute sa puissance, est malgré tout présente. Et je crois qu'en fait, ce sont les puissances de la littérature, les puissances politiques, des usages de la littérature, qui est montrée à travers ce travail. Et donc, il y a là une force d'investigation dont les résultats profitent autant aux études historiques qu'aux recherches littéraires. Et ce travail d'Anne-Marie Thiès participe de manière décisive au mouvement de désautonomisation de l'histoire de la littérature. Et je crois que ça me paraît très, très important. Je voudrais encore juste ajouter une chose, c'est que l'an dernier, Anne-Marie Thiès, il y a quelques mois seulement, a reçu la médaille d'argent du CNRS en 2020, ce qui est une très grande récompense scientifique. Elle avait déjà obtenu la médaille de bronze il y a longtemps, avant de sa thèse. Et donc voilà, je suis très très heureux d'accueillir Anne-Marie Thiès parmi nous pour ce séminaire qui porte sur un sujet qui, à mon sens, va tout à fait cadre très bien avec ce que nous venons de voir lors du cours, et qui est le sujet du cours, et il s'intitule, le titre n'a pas changé, non, le titre est le même, Panthéon littéraire de pierre et de papier. Je vous laisse donc la parole. Merci William Marx pour cette invitation dans le cadre de votre cours qui porte cette année donc sur les bibliothèques invisibles. Et je parlerai ici de bibliothèques qui sont pour nous extrêmement visibles, collectivement et individuellement, à savoir les littératures nationales. Or, ces bibliothèques extrêmement visibles sont issues historiquement et dans des temps qui ne sont pas si éloignés du nôtre, elles sont issues de bibliothèques oubliées, de bibliothèques invisibles, de bibliothèques dans l'obscurité. Donc s'il y a une bibliothèque qui est bien visible pour les Français d'aujourd'hui, c'est celle que constituent ce que nous appelons les grands textes de la littérature française. Les grands textes de la littérature française, ça se trouve physiquement dans les bibliothèques publiques, c'est aussi consigné dans les programmes scolaires et universitaires, et puis c'est aussi dans nos esprits.
Et chacun de nous, s'il était invité à citer des œuvres littéraires françaises ou des noms d'écrivains français importants, chacun de nous pourrait aisément fournir des listes plus ou moins longues allant du Moyen Âge à nos jours. Mais posée à l'un de nos ancêtres au début du XIXe siècle, la réponse eût été bien différente. Pour la période récente, pour les 2 derniers siècles, oui, cela va de soi, mais aussi pour les époques plus anciennes. Et dans bien des nations européennes ou d'autres nations du monde, la situation serait tout à fait analogue. Nos bibliothèques visibles aujourd'hui sont le résultat d'un dévoilement de bibliothèques qui furent invisibles, oubliées, dédaignées. Et ce dévoilement a été l'une des très grandes opérations culturelles menées dans les nations européennes à partir du début du XIXe siècle. Et il a été alors souvent présenté comme la restitution à la nation concernée de son patrimoine littéraire authentique qui lui avait été masqué, pour ne pas dire dérobé, volé. Pour éclairer mon propos, je vais commencer par une anecdote qui concerne donc initialement une bibliothèque, en l'occurrence une bibliothèque royale. Et cette anecdote montre bien comment le grand mouvement national qui se développe dans l'Europe du XIXe siècle s'est manifesté, nous le savons bien, par des révolutions politiques, mais il s'est manifesté aussi par l'exhumation de textes jusque-là invisibles. Mon anecdote donc. En 1782, Christoph Heinrich Müller, qui est professeur dans un lycée de Berlin, publie un recueil de poèmes médiévaux, lequel inclut la première édition complète du Nibelungenlied. Et Müller dédie son livre à Frédéric II de Prusse. Bon, c'est une attitude tout à fait compréhensible dans le cadre d'un royaume. Mais le despote éclairé, qui est, comme nous le savons, très ami de Voltaire, n'apprécie pas du tout l'hommage qui lui est fait, et il fait répondre à Müller que le texte en question est absolument inconvenant dans la bibliothèque royale, et il ajoute que ces misérables vieilleries ne méritaient pas d'être sorties de la poussière et de l'oubli. Et pourtant, 25 ans plus tard, ce texte médiéval va passer du rebut au pinacle et commencer une glorieuse carrière de monument littéraire allemand. Alors, entre-temps, le contexte politique a été complètement bouleversé. La Révolution française a proclamé une nouvelle conception de la souveraineté, celle de la nation, la souveraineté nationale. Et puis, de l'autre côté du Rhin, l'Empire romain germanique s'est effondré en août 1806 sous l'avancée des troupes napoléoniennes. Dans Berlin occupé, comme on sait, Fichte donne ses discours à la nation allemande qui l'exhorte à se redresser par le rappel de sa valeureuse histoire et par une éducation proprement nationale. Et c'est alors que l'érudit Friedrich von der Hagen publie à nouveau le Nibelungenlied dans une version cette fois modernisée. Et la préface indique que l'œuvre offre à l'Allemagne humiliée, écrasée, les ressources pour son redressement. Et je cite un extrait de cette préface. « On ne saurait proposer à l'esprit allemand d'autre consolation et véritable reconstruction que l'immortelle antique épopée qui ressurgit vivante et rajeunie d'un long oubli. Le chant des Nibelungen, assurément l'une des plus grandes et admirables œuvres de tous les temps et de tous les peuples, issue entièrement de la vie et de l'âme allemande, le monument le plus sublime et le plus achevé d'une poésie nationale trop longtemps maintenue dans l'obscurité. Aucun autre chant ne peut autant émouvoir et saisir un cœur patriotique, lui procurer autant de délices et de force. » Et cette épopée ressurgie fait rapidement l'objet de nombreuses rééditions, certaines très vite à usage scolaire. Et comme nous le savons, le Nibelungenlied va aussi inspirer d'innombrables œuvres culturelles modernes, dont la plus célèbre est la tétralogie de Wagner. Alors, si Frédéric II a rejeté avec mépris le recueil de poésie médiévale, c'est qu'il considérait que la seule littérature digne de ce nom, c'était la littérature classique. Et pour lui, seule la France et la langue française avaient été aptes, depuis l'Antiquité, à produire une littérature digne de ce nom.
Mais le mouvement révolutionnaire qui s'est engagé à la fin du XVIIIe siècle a bouleversé l'Europe à un double niveau, politique et culturel. Et dans l'ordre culturel, la Révolution associe désormais chaque nation à une littérature qui lui est propre et qui prend sa source dans les origines antiques de la nation. Alors, le romantisme national, je reprends l'expression que de nombreux historiens contemporains donnent à ce mouvement culturel, le romantisme national donc va mettre en œuvre les deux grandes lignes de formation des patrimoines littéraires nationaux modernes. Première ligne, elle est placée sous le signe de l'innovation, avec l'expérimentation de nouvelles formes poétiques et dramaturgiques, et puis aussi l'essor extraordinaire du roman à l'âge national au XIXe siècle. Et puis seconde ligne, elle est consacrée à l'exhumation de la littérature ancienne dite oubliée. Et nos actuels patrimoines littéraires nationaux sont le fruit de ces deux opérations concomitantes. La projection dans l'innovation et l'exhumation enthousiaste de la tradition du passé. Alors, comment accéder à la littérature nationale ancienne ? Aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple. Nous ne manquons pas d'éditions disponibles des textes anciens, et puis, en cas d'inédit, une consultation dans les réserves d'une bibliothèque nationale ou en archives est tout à fait envisageable. Mais, sauf en période de confinement. Mais à l'aube du XIXe siècle, la consultation dans des institutions publiques, consultation de fonds anciens bien répertoriés, n'est pas encore possible. Et les érudits soucieux d'exhumer le trésor littéraire de leur nation ont dû souvent se transformer en hardis voyageurs et en chasseurs de trésors. Au début du XIXe siècle, ils partent en quête dans un contexte de bouleversement politique, de révolution et de guerre. Alors, a priori, les événements révolutionnaires et les conflits armés ne sont pas favorables à la recherche érudite. Mais là, ils vont être une opportunité exceptionnelle d'accès à des fonds anciens considérables. Au début du XIXe siècle, en effet, ont lieu dans toute l'Europe de gigantesques transferts de manuscrits et de livres qui passent de collections privées, aristocratiques ou ecclésiastiques, à des établissements qui sont en train de devenir publics, des bibliothèques, des archives, des universités. En France, nous le savons, la mise à la disposition de la nation des biens des clergés et puis la confiscation des biens des émigrés enrichit la bibliothèque royale qui devient nationale. Et le 20 Brumaire en 3, le 11 novembre 1794, un rapport sur les manuscrits appartenant à la nation est présenté à la commission temporaire des arts par la section des dépôts littéraires. Et son rédacteur enthousiaste annonce de belles trouvailles à venir dans des fonds jusque-là non catalogués. Depuis longtemps, on attendait avec impatience le moment où l'on commencerait à tirer de l'oubli tant de richesses qui y étaient enfouies. Retrouver tous ces textes, donc, qui étaient restés dans l'ombre. De l'autre côté du Rhin, à la toute fin de l'Empire romain germanique, un décret de l'Empire implique que les principautés et les biens ecclésiastiques passent sous contrôle des États princiers et des princes. En conséquence, des dizaines de milliers de manuscrits qui étaient jusque-là en possession d'institutions religieuses sont acheminés vers les bibliothèques royales ou princières. Alors, il faut s'imaginer sur les routes des convois de charrettes transportant ces manuscrits. Et de jeunes érudits, d'ailleurs, chargés de trouver des charrettes et des convoyeurs de charrettes pour le faire. La bibliothèque de Munich, devenue dépositaire des fonds des établissements bavarois, récupère ainsi 22 000 manuscrits, dont, devenus célèbres, les Carmina Burana, qui appartenaient jusque-là au couvent de Benedict Beuern. Et le grand mouvement des manuscrits va donc mettre au jour quantité de textes peu connus et jusque-là d'accès restreint. La plupart n'étaient absolument pas édités, la plupart même n'avaient pas été répertoriés. Alors,
je rappelle à ce propos que dans une grande partie de l'Europe, le mouvement des nationalités a été placé sous le signe du réveil, de la sortie de l'ombre ou de la sortie du sommeil. C'est l'idée du réveil de la nation. Nous connaissons le terme, par exemple, de risorgimento, de ressurgissement, de renaissance, qu'on retrouve dans quantité d'intitulés de ces mouvements nationaux à travers l'Europe. Réveil donc de la nation, la belle endormie, qui avait perdu la conscience d'elle-même et la conscience de ses richesses. Et l'idée est constamment répétée que la nation renaît, ressurgit, s'éveille, notamment grâce à la redécouverte de son patrimoine culturel et de son histoire. Alors, bien évidemment, cet afflux de manuscrits qui sont désormais accessibles et répertoriables, donc doivent être répertoriés, suppose que soient formés des professionnels pour leur traitement. Et des institutions sont créées à cette fin, comme l'École des Chartes, inaugurée après un certain nombre de difficultés en 1821. Et puis aussi, à partir des années 1820 et 1830, des chaires de littérature nationale et de littératures étrangères sont créées dans de nombreuses universités européennes. Retrouver de précieux textes anciens, les éditer, c'est une première étape pour la constitution des patrimoines littéraires nationaux de l'ère post-révolutionnaire. Mais cela ne suffit pas. Et il va y avoir d'autres phases à passer, d'autres obstacles à franchir. Tout d'abord, il faut susciter un intérêt dans le public, et d'abord parmi les lecteurs lettrés, pour cette nouvelle ancienne littérature. Et ça ne va pas toujours de soi. En Allemagne, le traumatisme des guerres napoléoniennes et le désir ardent de constituer une nation allemande unie a suscité rapidement une intense activité de recherche et de publication de textes anciens. Et sous l'égide d'érudits comme les frères Grimm, qui étaient initialement des historiens du droit, l'étude de textes anciens est associée à des idéaux patriotiques tout en prenant une tournure de plus en plus scientifique. C'est la naissance de la philologie savante, sur des textes médiévaux notamment. En France, en revanche, la littérature préclassique, et notamment la littérature médiévale, va susciter encore longtemps dans le siècle indifférence, voire mépris, comme le montre la très lente mise au jour d'un de nos monuments littéraires nationaux. Quel monument littéraire? J'y viens. En 1832, Henri Monin, tout jeune, il est élève encore de l'École normale supérieure, consacre sa thèse à 2 manuscrits dits du roman de Roncevaux qui sont déposés à la Bibliothèque royale. Et la première phrase de son introduction indique que le texte présenté n'a encore jamais été publié, même par extrait. On est dans la découverte. Et très peu de temps après, un autre jeune érudit et rival de Monin, qui s'appelle Francisque Michel, obtient une mission financée par le ministère de l'Instruction publique, qui vient d'être créé, nous sommes sous la monarchie de Juillet, et il obtient une mission pour faire des recherches de manuscrits au Royaume-Uni, donc d'anciens manuscrits supposés appartenir au patrimoine français. Et en 1835, Francisque Michel consulte à la Bodleian Library d'Oxford un manuscrit qui est coté Digby MS 23. Et cela renvoie tout à fait à ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que la logique de classement qui est opérée n'est pas du tout la nôtre, puisque sous cette même cote, on trouve en fait reliés conjointement un dialogue de Platon et le texte d'une chanson de geste en langue anglo-normande, où figure, à la fin de cette chanson de geste, donc, le nom d'un certain Turoldus. Si falt la geste que Turoldus déclinette. Dernière phrase donc de cette chanson de geste. Alors, elle a pour héros Roland et Olivier qui conduisent à l'arrière-garde des troupes carolingiennes traversant les Pyrénées après une expédition militaire en Espagne. Francisque Michel entreprend l'édition du manuscrit auquel il donne le nom de Chanson de Roland ou de Roncevaux. Et là encore, il indique que toutes ces recherches débutent et qu'il y a des choses absolument magnifiques et extrêmement importantes à trouver. Et puis Francisque Michel est absolument enthousiaste de cette découverte qu'il vient de faire à la Bodleian Library, mais sa découverte en France est accueillie
avec une totale indifférence. Et il doit se résoudre finalement à une publication à compte d'auteur, avec un tirage de 200 exemplaires, et il dira lui-même plus tard que ce tirage n'a été épuisé qu'au bout de 15 ans. Bon, à dire vrai, il y a alors très peu de lecteurs en France capables d'apprécier la chanson de geste dans sa langue originale. D'ailleurs, c'est seulement en 1853, donc près de 20 ans plus tard, qu'est créée au Collège de France une chaire de langue et littérature française du Moyen Âge. Et cette chaire de langue et littérature française du Moyen Âge a pour premier titulaire un conservateur de la Bibliothèque nationale qui a voué sa vie, on peut dire, à la littérature médiévale. Il s'appelle Paulin Paris. Et il a non seulement voué sa vie à la littérature médiévale, mais il a aussi voué la vie de son fils Gaston, qui va, après avoir été envoyé par son père, se former auprès des philologues allemands, qui va devenir donc le suppléant, puis le successeur de son père sur la chaire. J'en reviens à ma chanson de Roland, qui, au milieu du XIXe siècle, est encore, pour la majorité des Français, totalement invisible. Et sa consécration comme monument national, tardive, est la conséquence d'un changement de régime politique et d'un traumatisme national. Et cette consécration a lieu dans une salle glaciale du Collège de France, dans une période sombre et triste, le 8 décembre 1870. En symétrie des conférences sur le Nibelungenlied dans Berlin occupé par les troupes françaises, Gaston Paris donne, dans Paris assiégé par les troupes allemandes, une conférence intitulée « La chanson de Roland et la nationalité française ». Et Gaston Paris va ponctuer cette leçon du Collège de France par un vibrant exorde à la nation française qui rappelle les discours à la nation allemande de Fichte. Alors je cite un extrait de cette conférence. « Faisons-nous reconnaître pour les fils de ceux qui sont morts à Roncevaux et de ceux qui les ont vengés. Succédons-leur dans leur belle concorde, dans leur invincible union, dans leur fidélité nationale. Aimons comme eux la douce France, la grande terre, comme ils l'appellent, ou France la libre, pour prendre le troisième nom et le plus beau peut-être qu'ils lui donnent. Sentons-nous, comme eux, responsables solidairement de son honneur et souhaitons par-dessus toute chose, comme Roland, qu'on ne puisse jamais dire de nous que par notre faute, la France a perdu sa valeur. » Très vite, les éditions de la chanson de Roland à des fins pédagogiques et civiques vont se multiplier. Dès 1878, l'épopée médiévale figure au programme de l'agrégation de lettres. Et 2 ans plus tard, elle entre au programme des lycées pour la classe de seconde. Et la chanson de Roland est dès lors consacrée comme première illustration du génie national, selon la formule du Grand Dictionnaire universel de Pierre Larousse, qui est régulièrement reprise d'ailleurs dans les éditions scolaires du texte. Je cite « La chanson de Roland ou de Roncevaux, la plus ancienne épopée française et la plus remarquable de toutes celles qui appartiennent au cycle carlovingien. Ajoutons que c'est l'Iliade de la France, Iliade digne de son admiration, puisqu'elle excite celle de l'étranger. Le génie national ne doit pas aller chercher ailleurs ses premiers titres de noblesse. » Bon, cependant, l'appropriation par la France de l'épopée carlovingienne n'a pas manqué d'être contestée, puisqu'après tout, Charlemagne, c'est aussi Karl der Große, et son palais, nous le savons, était à Aix-la-Chapelle, à Aachen. Alors, Léon Gautier, qui donne la première édition scolaire de la chanson de Roland, va revendiquer très vite et très vigoureusement une propriété exclusivement française sur la chanson de Roland. Je cite un extrait de Léon Gautier. « L'Allemagne prétend que Charlemagne lui appartient et n'a rien de français. Cette inadmissible prétention n'est pas justifiée par l'histoire littéraire. C'est nous
Francs, qui avons gardé le souvenir vivant du grand empereur. C'est nous qui lui avons fait une popularité immortelle. C'est nous qui l'avons aimé et chanté. Donc, il nous appartient et donc, il est à nous. Si subtile que soit l'érudition allemande, elle n'a pu, avant le XIIe siècle, avant l'introduction de nos romans français, rien découvrir en Allemagne qui ressemblât à un chant, à une épopée populaire dont Charlemagne fut le héros. Par conséquent, donc, cette bibliothèque-là, elle est bien française, exclusivement française. En fait, les diverses aventures prêtées à Roland, nous le savons, ont suscité dans une bonne partie de l'Europe de nombreux textes à l'époque médiévale ou ultérieurement, notamment l'Orlando Furioso de l'Arioste au début du XVIe siècle. Et d'une manière générale, les écrivains au sens premier des manuscrits médiévaux, ces scripteurs qui n'étaient pas toujours, tant s'en faut, des auteurs, ces écrivains donc ont consigné des variantes de textes à large circulation dans l'espace européen. Par conséquent, la question de l'appropriation nationale des héros, la question des bibliothèques proprement nationales, a donné lieu à plusieurs reprises à des conflits patriotiques entre érudits. Et par exemple, une âpre guerre sur la nationalité de Renard, le héros du roman de Renard, a opposé Jacob Grimm, tenant d'une naissance toute et exclusivement germanique de Renard, Reinhardt, comme son nom l'indique bien, et de l'autre côté, Paulin Paris, absolument convaincu que le roman de Renard est un admirable texte bien français, imité ultérieurement outre-Rhin. Alors, leur combat a donné lieu à la recherche frénétique du plus ancien manuscrit, et puis apparemment, finalement, le plus ancien manuscrit en latin a été trouvé près de Liège, ce qui permettait une appropriation de Renard par la toute jeune nation belge née en 1830. Alors, autre question à trancher pour l'établissement des patrimoines littéraires nationaux. Dans leur établissement, est-ce qu'il faut effectuer des sélections dans l'ensemble des textes et, si oui, selon quels critères? La question se pose évidemment tout particulièrement pour les nations qui ont abondance de ressources littéraires. Et en ce cas est en général constituée une hiérarchie de sous-catégories dans les patrimoines nationaux, dont seul le sommet est fortement mis en lumière, ce que nous appelons de nos jours assez usuellement le canon, qui est donc la catégorie en quelque sorte suprême. Dans le cas français, un problème supplémentaire s'est posé, et ce n'était pas un léger problème. Et ce problème, c'était celui de la place à donner à la littérature classique, héritage littéraire incontestablement glorieux, mais limité en termes chronologiques. Bon, savoir si la littérature française est tout entière dans cette littérature classique, qui serait une perfection incomparable, ou bien s'agit-il là d'une des composantes historiques de la littérature française? Le débat sur le sujet, qui a été engagé en quelque sorte dès la querelle des anciens et des modernes à la fin du XVIIe siècle, ce débat a enflammé tout le XIXe siècle. Et un des enjeux était l'établissement des programmes scolaires, alors que la République était en train d'entreprendre l'enseignement public et de gagner une bataille idéologique. Donc la question était de savoir si elle allait valider comme littérature nationale une littérature produite sous l'Ancien Régime et la version absolutiste de l'Ancien Régime, ou bien si elle allait s'ouvrir à des périodes plus anciennes ou plus récentes. Pour en revenir donc aux origines un petit peu de ce débat, en 1834, Jean-Jacques Ampère, nouveau titulaire de la chaire de littérature française au Collège de France, consacre son cours à l'histoire de la littérature française. Et cette histoire, elle est encore à écrire en 1834. Jean-Jacques Ampère, le fils du célèbre physicien, est jeune, il a 34 ans, il est libéral, il a une foi absolue dans le progrès et une très bonne connaissance du patrimoine littéraire médiéval, notamment ses composantes germaniques et scandinaves qui viennent d'être redécouvertes et publiées. Ampère veut convaincre son auditoire, et plus largement donc les lettrés français, de la nécessité d'écrire une histoire littéraire dans la longue durée.
L'histoire littéraire, selon lui, doit se déployer des origines au présent, comme l'histoire nationale en cours d'écriture. Bon, je rappelle que Jules Michelet vient juste de démarrer l'écriture de sa grande histoire de France, qui, selon Michelet, commence avec la langue française. Donc, selon Ampère, l'histoire littéraire doit avoir pour origine les tout premiers textes en langue française. Et écrire l'histoire littéraire française, c'est faire l'inventaire des différents états d'un patrimoine transmis continuellement et toujours enrichi. Je cite des extraits de cette conférence au Collège de France. D'abord, une histoire de la littérature française doit être complète. L'œuvre de chaque siècle se compose de ce qu'il a ajouté à ce qu'il a reçu. Il faut donc, pour faire l'inventaire exact de la richesse littéraire d'un temps, connaître le fond qu'il a hérité des siècles précédents, fond qu'il a monnayé et frappé à son coin, à son millésime. On est vraiment dans la gestion, au sens le plus concret, d'un capital collectif. Et Ampère raille ceux pour qui la poésie ici c'est un terme utilisé pour ce que nous désignons aujourd'hui littérature, la poésie serait née en France vers le temps des pensions de Louis XIV et serait morte sans rémission un peu après Voltaire avec l'Ancien Régime. Donc on ne peut pas se contenter de s'en tenir à cette période. Mais à ce plaidoyer pour une histoire littéraire donc de même ampleur chronologique que l'histoire de France, Ampère va fournir un autre argument intéressant parce qu'il est d'ordre géopolitique. Selon Ampère, dans le domaine culturel, tout autant et peut-être même plus que dans le domaine économique ou militaire, les nations modernes doivent montrer leur puissance et leur gloire. Et filant lourdement la métaphore militaire, Ampère rappelle que la France se met sérieusement en danger d'être vaincue si elle ne compte que sur ses auteurs classiques. Ne retenir, dit-il, qu'un bataillon d'élite, là où d'autres alignent des divisions d'auteurs, c'est prendre le risque d'être encerclé, écrasé. Je cite Ampère. Nous négligeons trop nos richesses, messieurs. Les autres peuples ne font pas ainsi. L'Allemagne étudie son Moyen-Âge avec religion. L'Angleterre regarde par-dessus le siècle de la reine Anne, le grand siècle de Shakespeare et Milton. L'Italie ne date point des Médicis, mais de Dante. Elle a des classiques de presque toutes les époques, depuis 1300 jusqu'à nos jours. Nous, cependant, nous nous rapetissons devant l'étranger, nous nous appauvrissons par des épurations excessives. Nous ne savons opposer à toutes ces bandes formidables, à ces grands chefs, dont quelques-uns, je le veux, sont un peu barbares, qu'un petit bataillon, admirablement discipliné, il est vrai, des demi-dieux en tête, mais peu profond et facile, sinon à rompre, du moins à envelopper. Alors en fait, même si le principe d'une histoire littéraire des origines à nos jours finit par s'imposer au XXe siècle, il restera encore longtemps des opposants qui considèrent que la littérature du Moyen Âge et de la Renaissance est imparfaite et grossière et qui traite celle du XIXe siècle en expression de décadence. En 1898 encore, Ferdinand Brunetière, dans son Manuel de l'histoire de la littérature française, déclare que la véritable littérature française n'existe que entre 1610 et 1722 précisément. Avant 1610, la littérature française n'a pas encore acquis son autonomie par rapport à d'autres littératures européennes, et après 1722, elle redevient étrangère avec l'arrivée des libertins, d'un Diderot anglais et d'un Rousseau tout allemand. Mais dès les années 1830, en tout cas, commence dans la plupart des nations européennes une intense production d'histoire de la littérature. Et dès le milieu du siècle aussi, les nations européennes occidentales commencent à pouvoir mettre en avant l'importance de leurs troupes littéraires. En 1860, les éditions Hachette lancent la collection Les grands écrivains de la France. La responsabilité en a été confiée à Adolphe de Régnier, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui est aussi, il faut le signaler, qui est aussi par ailleurs éditeur des grands textes de la littérature allemande
et qui a aussi donc une activité d'orientaliste. Il est donc bon comparatiste. Et il s'agit de fournir des éditions de textes de haute qualité scientifique, fondées sur des manuscrits originaux et répondant aux exigences définies par la philologie de type allemand. L'objectif, c'est clairement de produire des classiques modernes pour la nation. En 1878, la puissante maison d'édition londonienne Macmillan lance la collection Englishmen of Letters, une série de biographies littéraires qui, en 1892, compte 39 volumes et qui va être prolongée de 1902 à 1919. Inspirée explicitement par cette collection britannique, une nouvelle série est lancée en France en 1887 avec l'intitulé « Les grands écrivains français, études sur la vie, les œuvres et l'influence des principaux auteurs de notre littérature ». L'initiateur, Jean-Jules Jusserand, c'est un jeune diplomate entré au Quai d'Orsay en 1878, peu après avoir soutenu une thèse de lettres sur la littérature anglaise. Et il va publier dès lors de nombreuses études sur l'histoire de la littérature anglaise, tout en menant une carrière diplomatique, puisqu'il sera en 1902 nommé ambassadeur de France aux États-Unis, où il va avoir une longue et brillante carrière. Avec l'aide de Gaston Paris, Jusserand a élaboré un programme de 40 volumes comprenant des études sur les principaux écrivains français depuis le XVe siècle, programme donc soumis et accepté par Hachette. Le but qui est indiqué par le texte de présentation, c'est de créer une relation familière entre les Français et leur patrimoine de grands écrivains et de grandes œuvres. Il s'agit donc de ramener près du foyer ces grands hommes logés dans des temples qu'on ne visite pas assez et rétablir entre les descendants et les ancêtres l'union d'idées et de propos qui seule peut assurer, malgré les changements que le temps impose, l'intègre conservation du génie national. Et l'effet de série de ces collections, justement, c'est d'inciter à l'achat d'un ensemble complet, de préférence bien relié, qui, inséré dans l'intérieur domestique, bourgeois, peut-être même petit bourgeois, on aura ainsi un panthéon de papier domestique qui fait office de brevet d'éducation et de patriotisme. Le diplomate Jusserand, qui a participé à la fondation de l'Alliance française en 1883, inscrit aussi sa collection dans le cadre de l'influence culturelle de la France, influence culturelle que nous désignons aujourd'hui sous le nom de soft power, selon le terme anglo-saxon, qui veut exprimer l'idée qu'il n'existe pas seulement un pouvoir militaire, mais aussi un pouvoir doux, celui de l'influence culturelle. Je cite Jusserand. Car c'est là une de nos gloires. L'œuvre de la France a été accomplie moins par les armes que par la pensée. Et l'action de notre pays sur le monde a toujours été indépendante de ses triomphes militaires. On l'a vue prépondérante aux heures douloureuses de l'histoire nationale. C'est pourquoi les grands penseurs de notre littérature intéressent non seulement leurs descendants directs, mais encore une nombreuse postérité européenne éparse par-delà les frontières. De l'autre côté du Rhin, en 1882, la maison d'édition Union Deutsche Verlagsgesellschaft à Stuttgart lance la publication d'une gigantesque série Deutsche Nationalliteratur, donc des éditions historiques critiques. Le directeur de la collection est un philologue, Joseph Kirchner, et en 17 ans, l'entreprise produit 222 volumes de la littérature médiévale jusqu'aux œuvres du XIXe siècle. Alors, comme on l'avait dit au début, les guerres napoléoniennes avaient fait du Nibelungenlied l'étendard du redressement national allemand. Grâce au patriotisme philologique, l'Allemagne, à la fin du XIXe siècle, peut aligner suffisamment de divisions de classiques nationaux pour accéder sans conteste au rang de grande puissance littéraire. Par ailleurs, les anthologies scolaires et les recueils de textes choisis
participent à la démocratisation de la connaissance des patrimoines littéraires nationaux à des fins esthétiques, mais aussi civiques et patriotiques. Je rappelle que l'école de Jules Ferry prévoit d'ailleurs, pour les enfants du peuple, un enseignement de littérature française, une initiation bien sûr, comme il y a un enseignement d'histoire et de géographie française à l'école publique. En Italie, le poète et universitaire Giosuè Carducci, qui a été surnommé l'instituteur de l'Italie, récemment unifié, lance, en collaboration avec ses disciples, des séries de textes littéraires nationaux, justement à l'usage de l'enseignement. Et, comme nous le savons bien, la publication d'histoires littéraires et de séries d'écrivains nationaux s'est amplifiée au XXe siècle. Et je donne ici quelques-uns des exemples que nous connaissons bien et qui, pour les plus âgés d'entre nous, ont été extrêmement formateurs de leur initiation à la littérature. Un autre élément efficace pour rendre visible à tous, perceptible à tous, sensible à tous le patrimoine littéraire national, c'est de l'inscrire d'une manière ou d'une autre dans l'espace public, solennel ou familier. À partir du XIXe siècle, quand l'espace urbain entre en complète transformation, des rues reçoivent le nom d'écrivains, des plaques commémoratives sont apposées sur des maisons, et puis des statues et des monuments leur sont élevés. Jusqu'au XIXe siècle, en Europe, il n'y a quasiment pas de statues d'écrivains dans l'espace public. On y trouve des statues de monarques, on y trouve des statues de militaires ou des statues religieuses, bien évidemment, mais pas encore de statues d'écrivains. À partir du XIXe siècle, il y a une intense fabrication et érection de statues en hommage aux grands écrivains nationaux. Donc je donne ici très très rapidement, il y a un court ensemble des statues élevées aux écrivains français au XIXe siècle, avec notamment dans la cour Napoléon du Louvre, parmi 80 statues d'hommes illustres érigées au milieu du XIXe siècle, une quantité non négligeable de statues d'écrivains, et puis un peu partout dans l'espace public, des statues qui vont, alors de pierre ou de bronze. Alors celles de bronze en général ont été fondues sous l'occupation et plus ou moins tardivement réinstallées, plus ou moins en conformité avec l'original, mais donc il y en a énormément. Alors quelques illustrations ici. Vous avez donc de ces exemples de statues tout à fait dans des usages familiers de la vie quotidienne, de l'espace public, comme cette statue à Madame, ce monument fontaine à Madame de Sévigné à Grignan, la fontaine Molière à Paris, et puis donc deux statues proches du Collège de France, celle de Montaigne et celle de Ronsard. Et je vous invite à regarder autour de vous ces statues d'écrivains et à retrouver le moment où elles ont été élevées. De la même manière, dans toute l'Europe, il y a quantité donc d'érections de statues aux écrivains qui sont souvent l'occasion pour leur inauguration de grandes manifestations, souvent très très politiques. Alors je donne ici quelques exemples. Le monument à Shakespeare à Londres, le grand monument à Dante Alighieri, donc élevé par l'Italie. C'est l'Italie qui est supposée avoir élevé peu après donc l'unification, ce monument à Dante sur la Piazza Santa Croce à Florence. Et puis le plus spectaculaire des monuments d'écrivains qui ait jamais été érigé, je pense, c'est le monument d'hommage à Walter Scott à Édimbourg. Cette espèce là de petite cathédrale gothique en miniature fait quand même 61 mètres de haut. Il faut l'imaginer, dans l'espace d'une ville du XIXe siècle. C'était sans doute le monument le plus élevé de la ville à l'époque. Alors, en ce qui concerne le Panthéon français proprement dit, le Panthéon de la Montagne Sainte-Geneviève, il faut préciser que la France est certes une nation littéraire, mais que, à la différence d'autres nations pour leurs panthéons nationaux, ou à la différence de ce qui se passe à Poets' Corner dans l'abbaye de Westminster, dans le Panthéon français, il n'y a que très peu d'écrivains, même si, donc je donne la liste, il y en a tout au plus 8. Et encore, l'un d'eux est-il présent uniquement par une plaque commémorative. Mais ce qui est intéressant, c'est que la moitié des entrées ont eu lieu dans les 25 dernières années et qu'il y a eu encore toute une série de propositions récentes, voire des débats
de nature assez politique sur les propositions qui ont été faites. Il y avait eu des propositions concernant Camus en 2009, qui venaient d'ailleurs plutôt de la présidence de la République. Et il y en a eu plus récemment concernant Molière. C'était une proposition présentée par Francis Huster. Et il y en a eu plus récemment concernant Verlaine et Rameau, qui ont été rejetées récemment. Et puis, il y aura aussi, au XXe siècle, et il faut le rappeler parce que nous sommes maintenant à l'âge d'une monnaie transnationale et puis surtout à l'âge des paiements en plastique. Mais à l'époque des monnaies nationales et des échanges quotidiens en liquide, sur les billets de banque, il y a eu très souvent des portraits d'écrivains, mais aussi des portraits des personnages littéraires des grandes œuvres, voire des reproductions de manuscrits. Donc Voltaire, il n'est pas besoin de le présenter, mais aussi ici un billet donc, du Royaume-Uni présentant non seulement une statue de Shakespeare, mais aussi le balcon de Juliette. Et puis la dame en chapeau que vous pouvez apercevoir, c'est la première femme qui a eu le prix Nobel de littérature, c'est Selma Lagerlöf, la suédoise, et auteur donc d'un grand classique de la littérature pour enfants, Nils Holgersson, le merveilleux voyage de Nils Holgersson, donc représenté sur un billet de banque. Et puis l'autre billet que vous voyez à droite, c'est un billet slovène représentant donc un poète romantique slovène, Prešeren, et la reproduction donc d'un de ces très fameux manuscrits. Donc ce fut tout un panthéon de papier très familier qui circulait de poche en poche et de porte-monnaie en porte-monnaie, donc pour rappeler ce patrimoine immatériel, culturel, collectif. Revenons-en à la situation tout à fait actuelle. La nationalisation de la littérature, en l'occurrence sa conception en termes nationaux, a contribué à rendre visible, édité et répertorier un ensemble d'œuvres considérables. Les bibliothèques nationales ont été créées pour conserver et répertorier, mettre en valeur les patrimoines nationaux. Mais la définition de la littérature en termes nationaux, comme expression d'un génie national essentialisé, est contestable à bien des égards, et elle est de plus en plus contestée. Récemment, la révolution numérique a ouvert l'extraordinaire possibilité d'une bibliothèque mondiale qui permettrait à tous, en tout lieu, en tout temps, y compris par temps de confinement, d'avoir accès à tous les textes. Mais le projet présenté par Google en 2004 d'effectuer le travail absolument colossal et extrêmement coûteux de numérisation des fonds des bibliothèques publiques a suscité de vives inquiétudes, notamment en France. Et à l'instar de Robert Downton, historien du livre sous l'Ancien Régime et donc bibliothécaire aux États-Unis, d'une des grandes bibliothèques prestigieuses des États-Unis. Donc, à l'instar de Robert Downton, de nombreux opposants français au projet se sont inquiétés de la situation monopolistique de l'entreprise privée qui pourrait désormais, par ses algorithmes, contrôler l'architecture de la Bibliothèque mondiale, contrôler ses accès, et puis aussi disposer des requêtes des lecteurs. Et comme l'avaient déjà bien perçu les intellectuels du début du XIXe siècle, le dévoilement des bibliothèques invisibles, c'est une œuvre culturelle, c'est aussi une entreprise économique, et c'est aussi, et peut-être même surtout, un très grand enjeu politique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Anne-Marie Thiès pour cette très belle intervention qui rentre, je m'y attendais parfaitement, enfin, parfaitement dans la continuité et dans le sens du cours, effectivement, dans ce dévoilement des bibliothèques invisibles, qui passe, comme vous l'avez montré, on le voit là, ici, par tous les moyens, à savoir non seulement par le livre, mais par tous les discours et tous les objets autour du livre, et les statues, les billets de banque, enfin du moins dans les pays qui ont encore des billets de banque avec
des figures personnelles d'écrivains. Il faudrait poser la question de savoir, est-ce que pour que l'Europe existe d'un point de vue politique, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même, malgré tout, introduire des figures d'artistes, d'écrivains, voilà, sur nos billets de banque, plutôt que ces fenêtres et ces ponts assez impersonnels, malgré tout. Est-ce que quand même l'Europe ne pourrait pas s'entendre sur des grands noms, depuis la Grèce, Homère, Dante, Goethe, enfin voilà, on pourrait imaginer, même pour chaque pays, effectivement, un certain nombre de grands noms sur lesquels tout le monde pourrait s'entendre sans problème. Et donc cette dimension politique, en fait, de la bibliothèque développementale est assez fascinante. J'ai aussi particulièrement apprécié la place qu'a joué le Collège de France dans cette histoire, par Paulin Paris et Gaston Paris, et puis Jean-Jacques Ampère. Jean-Jacques Ampère qui était en fait quand même extrêmement ouvert sur les littératures étrangères, en vérité. C'était un comparatiste dans l'âme. Et lorsqu'il admet devant son public que certaines de ses œuvres sont peut-être un petit peu barbares, je pense qu'il y a aussi une certaine ironie vis-à-vis. Il va dans le sens de son public. Je ne suis pas sûr qu'il le pense lui-même considérablement, en fait. Il essaie d'avoir une sorte de captatio benevolentiae, d'une certaine manière, puisque lui-même est vraiment en quelque sorte un agent de l'ennemi. Et c'est précisément parce qu'il connaît les panthéons étrangers, les panthéons littéraires étrangers, qu'il peut donner un conseil aux Français qui est de faire de même et d'agrandir effectivement leur panthéon. Et du reste, vous l'avez un peu souligné, peut-être une question que je vous pose comme ça, mais la façon il y a ceux qui veulent étendre le panthéon, comme Ampère, et qui est un libéral né, mais ceux qui veulent restreindre, comme Brunetière, qui n'est pas exactement un libéral. Donc il y a aussi là aussi une sorte de dichotomie, en tout cas de séparation dans les conceptions des bibliothèques invisibles, qui est une séparation de type politique. Je continue mes remarques et puis vous répondrez. Alors, il y a des statues d'écrivains, même vous avez noté la statue de Ronsard, la statue de Montaigne, qui sont proches d'ici. Il y a aussi la statue de Dante, malgré tout, qui est juste en face du collège et qui perpétue quand même une présence italienne et européenne quand même au cœur de ce système. Donc, ma question, enfin, j'ai des remarques là qui me viennent, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Il y a une sorte d'ironie de l'histoire quand même de trouver après, en 1870, dans la chanson de Roland, qui est quand même le récit d'une défaite de Charlemagne, d'y trouver quand même une manière d'espérer pour la nation française. Comme si, en gros, c'est le roman d'une sorte de... Et je crois que c'est ce qui a plu, me semble-t-il, à ceux qui ont lu ce grand poème. C'est un peu le roman de la puissance spirituelle, du rayonnement. La chanson de Roland, c'est le rayonnement spirituel d'un empire malgré la défaite, de cette manière. Et donc il y a là l'idée qu'il y aurait une puissance particulière de la France qui serait, malgré la défaite, malgré l'échec, de représenter quelque chose de ces lumières perdues. Est-ce que ce discours a été sensible aussi dans la réception de la chanson de Roland? Oui, les nations modernes peuvent se glorifier de leur victoire, comme le faisaient les empires ou les royautés auparavant, mais elles peuvent se glorifier aussi de leur défaite, dans la mesure où la défaite, c'est d'être écrasé par un ennemi plus puissant ou d'être écrasé par traîtrise, ce qui est souvent le cas dans les récits d'histoire nationale, mais à condition donc que ceux qui sont morts les fait en donnant leur vie pour la patrie, pour la cause commune. Et donc c'est cette espèce de sacrifice ultime qui est donné en leçon pour les jeunes générations. C'est pour ça que très vite, Roland va être un modèle pour les jeunes enfants de la Troisième République, et il va rejoindre d'une certaine manière dans ce rôle de modèle Vercingétorix. Alésia était aussi une défaite, mais une défaite glorieuse puisque il y a eu aussi sacrifice du chef, surinterprète-t-on à l'époque, pour sauver son peuple, pour sauver ses hommes. Et il va rejoindre aussi Jeanne d'Arc, qui en quelque sorte a donné sa vie pour la cause patriotique commune.
Donc, effectivement, la chanson de Roland peut devenir effectivement l'exemple d'un modèle à suivre et donc ce que l'on peut enseigner aux jeunes Français. Et ce qui est tout à fait intéressant aussi dans votre propos, votre discours, c'est la façon dont la récusation du modèle classique est aussi une récusation du modèle français dans l'ensemble de l'Europe. Et donc c'est particulièrement facile en Allemagne, puisque bon, l'Empire, les révolutionnaires ayant attaqué, envahi l'Allemagne, enfin les principautés allemandes, récuser le classicisme, c'était aussi refuser l'envahisseur, avec des complexités locales, puisque malgré tout, les partisans de la Révolution, des Lumières, étaient aussi des partisans souvent du classicisme. Enfin, c'est une notion assez complexe. Et du reste, il est intéressant de voir qu'il y a en fait aussi un renouveau scientifique de la philologie, en particulier en Allemagne, pas seulement de la philologie médiévale, mais de la philologie, alors cette fois-ci classique, grecque et latine, enfin surtout grec, parce que le latin, c'est quand même plutôt, on laisse ça plutôt aux Français, mais enfin beaucoup des Grecs, avec l'idée en quelque sorte d'enlever, de retirer les Grecs au classicisme et de faire une nouvelle philologie qui, en quelque sorte, hellénise les Grecs, hein, les remettent dans leur nation, et une filiation plus que spirituelle, peut-être raciale presque, des Grecs aux Allemands, qui seraient les nouveaux Grecs. Et donc le renouveau de la philologie grecque en particulier passe par les Allemands, mais parce qu'il y a une dimension politique, et donc ça va au-delà même de la philologie médiévale elle-même, puisque ce qu'a montré Johann Chapoutot dans son travail sur l'hellénisme sous le Troisième Reich. Est-ce que vous seriez d'accord avec Oui, tout à fait. D'ailleurs, lorsque l'État grec se constitue, il va avoir un souverain d'origine germanique qui va en quelque sorte germaniser la Grèce tout en antiquisant l'Allemagne. Il va y avoir tous ces échanges croisés. Bon, pour en revenir au cas français, effectivement, la gestion du patrimoine classique va être un des très très grands problèmes d'établissement des histoires littéraires. Parce que c'est un problème culturel, c'est aussi un problème qui va devenir de plus en plus politique. Et c'est une situation extrêmement particulière que d'avoir à, en quelque sorte, déclasser un patrimoine littéraire qui fut extrêmement prestigieux en France et en Europe, qui fut pensé comme universel, et d'en refaire un simple élément d'un ensemble, une simple composante d'un ensemble. C'est pour ça d'ailleurs donc que ça va être rapporté à des catégories politiques, donc plutôt monarchiste versus républicain. Et d'ailleurs, au moment de l'affaire Dreyfus, il va y avoir encore des éléments de tenants de la littérature médiévale qui sont plutôt dreyfusards, sans trop forcer cette analogie. Mais effectivement, ça a été un problème très spécifique à la France, très difficile à traiter, puisqu'il s'agissait en quelque sorte d'adopter un nouveau modèle qui venait de l'étranger, notamment de l'Allemagne, cette idée d'une histoire littéraire continue des débuts de la langue jusqu'à nos jours. Et à bien des égards, je pense, le romantisme français, ça a été d'accepter de faire une sorte de programme de rattrapage sur les autres nations. Et ça ne s'est pas fait sans difficulté, sans débat interne à la France. Et là, clairement, lorsqu'il fait ce cours au Collège de France, Jean-Jacques Ampère lance une bataille culturelle et politique au nom de la foi dans le progrès. Oui, et là, effectivement, vous avez tout entièrement raison. Là, il me semble que la situation française, pour les écrivains, pour les artistes français, la situation est très difficile parce que l'histoire politique est assez différente. C'est-à-dire que l'Empire, qui a été, enfin, j'entends dire le premier empire, qui a été une continuation quand même de certains égards de la Révolution, a revendiqué quand même une sorte de néoclassicisme. Il y a une sorte de perpétuation, alors qu'au même moment, dans le reste de l'Europe, effectivement, les idées romantiques gagnent du terrain. L'Empire a été beaucoup plus classique, réellement. Et en revanche, c'est à partir de la Restauration. Et la Restauration, elle est beaucoup plus romantique. Il n'y a qu'à voir le parcours de Victor Hugo, qui était effectivement à la fois le premier romantique, en quelque sorte, ou Chateaubriand, et en même temps des farouches monarchistes au début du 19e siècle. Et donc il était très difficile de faire coïncider le recours romantique au Moyen-Âge, qui était un recours
qui était quand même souvent de type libéral, avec la Restauration, qui est, elle, au contraire, une entreprise plutôt anti-libérale. Et donc il y a une spécificité française qui a donné effectivement, je pense, du fil à retordre pour ceux qui cherchaient, je pense, de manière honnêtement, à vouloir étendre le panorama, la vision de la littérature française. Comment voyez-vous là cette articulation entre succession des régimes politiques et des esthétiques, en quelque sorte Oui, et le régime qui va un peu libérer tout ça, c'est quand même la monarchie de Juillet. Donc un régime monarchiste, mais qui rompt précisément avec la Restauration et qui là va lancer quand même toute une série d'opérations de restauration, de retrouvailles en quelque sorte, de réexhumation du passé. Enfin, on pense par exemple à la commission des monuments historiques qui va se mettre à aller rechercher les monuments justement médiévaux de la France, à les mettre en valeur et à lancer des propositions pour leur conservation face notamment avec des édiles municipaux qui là pour le coup sont soucieux de modernisation et avec l'idée qu'il va falloir faire apparaître tout ce patrimoine médiéval comme étant de très très grande valeur nationale. Bon, on pense aussi à ce grand roman de Victor Hugo qui a pour héroïne une cathédrale gothique et dans lequel, à la fin, l'auteur dit que tout son désir, tout ce qui le porte, c'est de faire découvrir et aimer par la nation son patrimoine national. Patrimoine, là encore, oublié. Notre-Dame n'est pas vue au début du XIXe siècle. Elle est même en danger d'être détruite parce qu'en mauvais état, insalubre, pas au goût du jour. Et il s'agit aussi de faire à ce moment-là ressurgir de l'invisibilité, alors même que bon, c'est dans l'espace public, mais de faire ressurgir de l'invisibilité tout ce patrimoine qui est un patrimoine national. Donc de lui donner, là encore, de la valeur politique et de la valeur esthétique. On pourrait même élargir encore, généraliser. Il me semble que c'est l'invention même de la notion de patrimoine, de manière qui n'existait pas auparavant, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on récuse le modèle antique, sur lequel était basée l'esthétique classique, l'idée qu'il puisse y avoir une mémoire autre qui donne une unité, une identité, c'est un terme sur lequel vous avez beaucoup travaillé, à un peuple, une communauté, etc., fait que la question du patrimoine devient absolument fondamentale. Et vous avez le cas de Notre-Dame de Paris est assez emblématique, puisque effectivement, s'il y avait eu un incendie plutôt, comme nous l'avons malheureusement vécu il y a quelques années, si nous avions vécu ça à la fin du XVIIIe siècle, il y a de fortes chances que personne ne serait intéressé. On aurait profité de cet incendie. On aurait dit tant mieux, ça permettait de récupérer les pierres et de récupérer l'espace. Oui. Non, c'était... Alors, on ne dit pas patrimoine à l'époque, le terme est vraiment très, très moderne. On dit monument. Les monuments. On dit monument. Avec l'idée de mémoire qu'on a dans monument, monumentum, qui... tout à fait... Je crois que vraiment... Et la dernière remarque, la création des bibliothèques par laquelle vous avez commencé votre exposé m'a rappelé aussi beaucoup les travaux de Bénédicte Savoie sur la création des musées, exactement à la même époque. Exactement. C'est tout à fait parallèle, c'est un bon tout à fait parallèle. C'est la notion de propriété publique de la nation, par-delà tous les droits d'un propriétaire privé. C'est dans le même mouvement, d'ailleurs, qu'est inventée l'idée qu'un propriétaire privé d'un objet, d'un édifice qui a une valeur pour la nation, ce propriétaire privé ne peut plus faire exactement ce qu'il veut. Qu'il y a donc des droits supérieurs de la nation sur cet édifice ou sur cet objet ou sur ce livre ou sur cette œuvre. Rappelons-nous que dans pleine période de la tourmente révolutionnaire et donc des destructions à des fins politiques, voire économiques d'ailleurs, d'abbayes ou de châteaux, l'abbé Grégoire lance le terme de vandalisme. Ceux qui détruisent,
ces biens qui, en fait, sont la propriété de la nation, même s'ils avaient des propriétaires aristocratiques ou ecclésiastiques, ceux qui les détruisent n'appartiennent pas à la nation. Ce sont des barbares qui viennent de l'Est pour tout ravager. Et ce terme de vandalisme, on le sait, va passer de quantité de langues pour exprimer cette idée. Et c'est le moment où est créé le premier musée des monuments français, donc pour garder les vestiges de ce patrimoine médiéval qui paraît alors à quelques individus tout à fait mobilisés en grand danger de disparaître à tout jamais. Il est là, on ne le voit pas, et en plus il va disparaître. Donc il faut le mettre au jour, le rendre visible à tous, le rendre admirable par tous pour qu'il soit enfin protégé. Et que pour cette propriété collective, effectivement, ne soit pas irrémédiablement perdue. D'où l'intérêt d'avoir effectivement une réflexion une méta-réflexion en quelque sorte sur les monuments comme vous le faites, parce que monumentaliser, c'est en fait créer du présent, créer une image de notre présent et notre avenir en fait. Il ne s'agit pas seulement du passé, et je crois que votre réflexion vient vraiment à point nommé de manière générale, et puis aussi je vous en remercie beaucoup dans le cours de cette année. Merci beaucoup encore. Je vous en remercie beaucoup, merci. Voilà, et la semaine prochaine, nous nous retrouverons avec Estelle Doudet, qui est une médiéviste, et qui parlera de la lectrice à l'autrice, naissance des bibliothèques au féminin en français. À la semaine prochaine.